Nous évoquions la Côte d'Ivoire où Charles Blé Goudé passera à nouveau en jugement devant un tribunal correctionnel pour des faits enfin, il lui est reproché des faits concernant des actes de torture, d'homicide volontaire et de viol. On accueille sur le plateau Credo DT, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Alors, Germain Soso, vous avez la parole. Oui, je disais que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est des jeux d'alliances politiques qui se dessinent. On n'a pas besoin d'être un initié, il suffit seulement d'ouvrir, d'écarquiller les yeux et puis de voir ce qui se passe. Est-ce que le juste combat actuel pour Ouattara ne devrait pas être Soro? Oui, mais voilà, c'est pour cela que je vous dis. Se concentre sur quelqu'un qui est à, je ne sais pas, 8000 km de C'est pour cela que je vous dis qu'on dégageait certains pour permettre à d'autres d'avancer. Si Gbagbo, voilà, mais si Gbagbo ne peut pas rentrer, si Blé Goudé ne peut pas rentrer, il reste sur le terrain quand même des partisans de FPI, notamment Madame Gbagbo, rien ne l'empêche d'être candidate par exemple. Mais il y a aussi l'ancien, le compagnon éternel de M. Gbagbo qui, entre-temps, avait des problèmes au parti, tout ça. Pascal ça autour de qui Gbagbo peut donner aujourd'hui un mode pour qu'on fasse le front. Mais surtout, Bédié, aujourd'hui, veut montrer à Ouattara qu'il n'est pas né de la dernière pluie. Vous savez qu'aujourd'hui, le rapprochement est quasi clair avec Laurent Gbagbo. Donc, Laurent Gbagbo, en étant même là-bas, va jouer les cartes, il va vraiment jouer la carte. Donc, rien n'est perdu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il suffit seulement qu'aujourd'hui, le FPI fasse rapidement les choses avec Guillaume Soro pour que des choses puissent changer. Parce que si moi, un régime en Côte d'Ivoire ne veut pas que je rentre alors que j'ai été acquitté, si je fais tout pour que quelqu'un puisse prendre le pouvoir, ça veut dire que indirectement, je garantis mon retour après. Donc, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est avec Ouattara que je rentrerai? Ou c'est avec Guillaume Soro, ou encore c'est avec Bédié. Voilà, c'est là où maintenant les enjeux deviennent complexes. Vous comprenez déjà que la Côte d'Ivoire cherche à nouveau à juger Charles Blé Goudé? Non, mais moi je crois que c'est clair, parce que la Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara n'a pas eu gain de cause avec la CPI. Donc aujourd'hui, c'était un service qu'on demandait à la CPI de rendre. Oui, non, mais c'était un service tout fourni qu'on a demandé à la CPI, mais la CPI n'a pas su jouer par le bureau de Madame le procureur, n'a pas su jouer à bon escient, disons, sa partition, et nous savons tous comment ça s'est terminé. Donc aujourd'hui, il y a cette certitude, ou bien il y a cet espoir qui est assez élevé, que M. Laurent Gbagbo et puis Blé Goudé puissent être définitivement libres. Et lorsqu'ils sont libres, c'est que l'intention de retourner du côté d'Abidjan. Donc ça c'est très évident. Maintenant, comment faire politiquement pour que ces gens-là n'arrivent, ne reviennent pas de sitôt en Côte d'Ivoire? Donc c'est ce que le pouvoir de M. Ouattara est en train de faire, brandir, disons, cette menace de juger aujourd'hui Blé Goudé devant un tribunal qui va connaître d'un dossier criminel. Donc ça, c'est le dissuader sur le plan politique. Mais toujours est-il qu'avec cette annonce, M. Blé Goudé aussi doit prendre des gants, parce que c'est sûr, s'il descend, même si on la quitte demain, il a sa pleine liberté demain. S'il ne prend pas des mesures, s'il n'a pas des assurances, s'il descend, Ouattara est dans une logique aujourd'hui de toucher le bout du tunnel. Donc il va le prendre, quitte à créer une autre crise et puis profiter de ce temps de crise pour replacer ses pions. Comme Mayaba, pour Alassane Ouattara, à l'heure actuelle, c'est d'écarter ceux qui peuvent lui barrer la route. Non, il n'y a rien à dire. C'est ça qui se dessine. Mais sauf que, quand vous regardez très bien, vous allez constater qu'avec Ouattara et avec Blé Goudé, et le gouvernement de Ouattara a bien dit que même s'il est en exil à La Haye, on peut le juger jusqu'à La Haye. Donc il n'a pas contumace, jugement pas contumace. Et donc, ils feront tout d'ailleurs, même quel que soit l'acquittement, ils feront tout pour que Blé Goudé ne soit arrivé, ne revienne en Côte d'Ivoire. Parce que, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, il constitue une véritable entrave pour le gouvernement de Ouattara. Parce que vous savez déjà qu'après son départ, les pro-Gbagbo, tous actuellement, sont
sont pour Blé Goudé. Parce que Blé Goudé, quoi qu'on dise aujourd'hui en Côte d'Ivoire, a fait beaucoup de choses. Et la jeunesse, tout le monde, surtout autour de lui. Seulement, si les fronts qui sont en train de s'établir, je suis en train de voir visiblement que ça risque de donner une certaine déstabilisation au niveau du pouvoir de Ouattara. Parce que Ouattara, aujourd'hui, ne se situe plus. Vous voyez, ces vieux alliés sont en train de partir. Les gens sont en train de se mettre en front contre lui. Il y a, comment l'appelle-t-on, Soro qui est de l'autre côté, qui définitivement est en train d'être grillé. Et aujourd'hui, il sait aussi qu'entre Gbagbo et, j'allais dire, entre Blé Goudé et Ouattara, la différence est claire. Vous savez que Ouattara et Blé Goudé est plus aimé en Côte d'Ivoire que Ouattara. Puisque l'histoire de Soro est encore très pesante. Et aujourd'hui, s'il faut peut-être donner des cartes à choisir, je crois que la Côte d'Ivoire, dans son ensemble, va prendre Blé Goudé que Guillaume Soro. Et donc, vivement, Ouattara jouera de son mieux pour que la situation politique s'enlise à son détriment pour que demain, le pouvoir lui revienne. C'est vrai, il a dit que il est temps qu'on passe la main à la jeunesse, mais c'est les paroles. Il faut aller dans les actes. Est-ce qu'on peut joindre les actes aux paroles? C'est le vite ainsi. Tout cela, quand même, n'augure pas d'un 2020 serein pour la Côte d'Ivoire. Oui, en fait, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est qu'il faut comprendre que la panique a changé de camp. Vous savez, Ouattara est au pouvoir, mais en fait, il a peur. Donc, hier, il avait le vent en poupe. Oui. Hier, il contrôlait. C'est-à-dire que Gbagbo, le fait même qu'il ait été acquitté, même s'il est en résidence surveillée, le fait que son ministre soit sorti, c'était déjà une victoire. Ça a remobilisé les troupes. Vous savez, c'est pour cela qu'ils ne veulent pas qu'il rentre. Vous imaginez Gbagbo et le Goudia en Côte d'Ivoire, le pouvoir de Ouattara tombe en une semaine. C'est comme ça, il faut être. Ce n'est pas. En politique, c'est comme ça. Mais c'est pas automatique non plus. Non, non, ça va tomber. Au pouvoir. Oui, mais non, mais c'est pour cela que je vous dis. Alors, non, je vous dis que la peur a changé de camp. Vous savez, toutes les dispositions qu'ils prennent, c'est justement ça. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est Gbagbo qui peut décider véritablement de faire la paix, ou c'est lui qui va décider de relancer la guerre en Côte d'Ivoire. Alors, nous disons si. Vous avez dit si le ministre Blé Goudé, il doit prendre des gants. Effectivement. Mais s'ils veulent qu'il y ait de la tension, il rentrera. Oui, en vrai, c'est ça. S'il veut vraiment, vous savez, si vous êtes un chef de guerre, politiquement parlant, si vous voulez qu'il y ait le feu, vous voulez que le pays soit à feu à sang, mais vous venez sur le terrain. Non, en fait... Donc, alors, quand il va rentrer, il va être arrêté. Ça va être le début des problèmes. La Côte d'Ivoire ne sera vraiment méconnaissable. Gbagbo, lui, sera de l'autre côté, mais il va téléguider les choses. Vous savez, envoyer un lieutenant sur le terrain. Vous-même, si vous voulez, un général, vous-même, en tant que commandant, vous êtes à l'expérience. Ça vous dit beaucoup de choses. Et les Ivoiriens, il y a beaucoup de personnes qui attendent. Mais c'est ce Ouattara qui a parlé de la réconciliation. Vous savez que c'est sur le chantier de la réconciliation qu'il a demandé à l'épouse de M. Gbagbo de sortir de la prison. Mais c'est ce même Ouattara qui rouvre aujourd'hui les dossiers, tout ça là. Donc vous allez comprendre la panique qui anime aujourd'hui le gouvernement. Les gens sont au pouvoir, mais ils n'ont plus les leviers du pouvoir. Donc il faut négocier en Côte d'Ivoire. Voilà. Oui, je voulais ajouter un truc, mais n'oubliez pas derrière la France, hein, parce que Ouattara, c'est le pur produit de la France. Voilà, c'est un grand ami français. Macron vient en Côte d'Ivoire en décembre prochain. Et ce n'est pas rien. Et ça aussi, il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes parce que aujourd'hui, le pouvoir de Ouattara est assis sur la France. La France aussi en est un grand instigateur pour le pouvoir de Ouattara. Et donc, tout ce qui est en train de se tramer autour de Blé Goudé, de Gbagbo pour leur non-retour en Côte d'Ivoire, je pense que la main noire, enfin, il y a une main noire de la France qui est en train de piloter ce projet-là. Et donc, c'est un grand logiciel qu'ils ont lancé. Et ce logiciel risque de prendre des dimensions inconsidérables. Et ça peut rattraper aussi toute la Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est ce qu'elle est grâce ou peut-être à cause de la France. Parce que des deux côtés sont possibles. La France a fait tout pour écarter Gbagbo, qui est un patriote, pour mettre
sont, enfin, voilà, leur homme de main, leur pion qui est Ouattara. Et donc, ils ne sont pas prêts à lâcher Ouattara au détriment de ces deux qui ont été ainsi. Nous allons parler maintenant de la Guinée-Bissau. Le président José Mario Vache tient tête à la CEDEAO. Il a dit jeudi soir qu'il n'était pas question pour lui de faire marche arrière, alors que ce vendredi, la communauté économique la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est réunie à Niamey pour se prononcer sur la situation bissau-guinéenne. Et pendant ce temps, bien ça c'est une information qui est tombée aujourd'hui, même on apprend que le Premier ministre récemment nommé par le président Vache, qui a déclenché la nouvelle crise qui a été désavouée par l'étranger, bien le Premier ministre aurait rendu sa démission. Faustino Ibali, nommé il y a 11 jours par le président, malgré la réprobation de la communauté internationale, a déposé sa lettre de démission au palais présidentiel. C'est ce qu'a dit un correspondant, le secrétaire d'État, Francelino Koura, qui est aussi porte-parole de monsieur Ibali. Mais d'abord, Credo Tété, est-ce que vous comprenez comment le président, ce n'est pas des expressions que j'aime utiliser quand il s'agit de pays africains, mais de ce petit État, tu tiens tête à la CEDEAO? Non, mais moi, mais l'expression tenir tête à la CEDEAO, donc je ne partage pas ça, mais il est en train de faire du désordre parce qu'il n'est pas prêt pour quitter le pouvoir, parce que le bonus qu'il a eu depuis le mois de juin, donc il pense qu'avec la nomination d'un nouveau Premier ministre, donc il va empêcher le processus électoral d'aller à son terme et il veut tout simplement semer le désordre. Mais aujourd'hui, avec la dernière mission du comité ministériel de suivi de la CEDEAO, la semaine dernière était là-bas, mais ce comité mini-ministériel de la CEDEAO qui était conduite par le ministre des Affaires étrangères du Niger a été assez catégorique pour lui dire que, en fait, sa nomination du Premier ministre n'a pas droit de citer et que cela ne va pas prospérer. Donc, il les a écoutés et également, cette mission, ce comité ministériel a rencontré l'ancien ou bien le Premier ministre en griffe, Aristide Gomez, pour lui réitérer tout son soutien. Donc, il nous en souvient également que dans la foulée, la CEDEAO a brandi des menaces envers des sanctions qui seront personnalisées pour ceux qui font partie du gouvernement de cet ancien nouveau Premier ministre, parce qu'il fut ancien Premier ministre avant d'être reconduit. Donc aujourd'hui, je crois qu'avec ce qui se passe du côté de Niamey, c'est très sérieux parce qu'il faut arriver à dire à monsieur Vaz que en fait ce n'est pas la bonne procédure, ce n'est pas la bonne, parce qu'avec ce pays de 2 millions d'habitants, donc ils n'ont plus besoin de retourner à un cycle de violence. Et ce qui étonne, c'est que lorsqu'il avait pris la décision de nommer un nouveau Premier ministre, il revenait de campagne. Parce qu'ils ont commencé la campagne depuis le 2 novembre proprement dit. Et avant même de rencontrer les officiers supérieurs, il était revenu de la campagne. Donc il avait cette intention de semer vraiment le bordel. Et également, nous ne devons pas perdre de vue qu'il avait même menacé les ministres du gouvernement de M. Gomez pour jusqu'à dire que les militaires devraient aller les déloger. Donc aujourd'hui, je crois que certains de ses proches s'en sortiront avec des sanctions du côté de la CEDEAO, parce qu'aux dernières nouvelles, donc c'est toujours le huis clos. Du côté de Niamey, les chefs d'État sont là-bas, donc ils réfléchissent sur la situation. Toujours est-il qu'avec l'assurance que la Commission nationale électorale de la Guinée-Bissau a donnée, avec la situation, disons l'analyse situationnelle par Ecomib, donc c'est sûr, donc il y aura cette élection le 24 novembre prochain, et il faut que la Guinée-Bissau passe par ces élections, parce que si les chefs d'État de la CEDEAO commettent l'erreur de reporter encore cette élection, donc c'est que la situation devrait devenir non maîtrisable du côté de la Guinée-Bissau. De toute façon, jamais, surtout à l'heure où on est, la situation est déjà un peu, enfin, pas qu'un peu, mais très tendue, et on a l'impression que la CEDEAO joue aussi sa crédibilité dans ce dossier. Oui, encore que ce qui se passe dans ce pays
pose le véritable problème, l'énigme, le problème, disons l'énigme de la souveraineté des pays par rapport aux instances Régional. oui, et sous-régionales. Vous savez que le président dont nous parlons, il est venu aussi démocratiquement au pays. Vous savez, quand vous refaites l'histoire de ce pays aussi, je crois qu'il est l'un des rares. Qui a terminé son mandat. Voilà, il est l'un des rares. Donc c'est un pays aussi, comme la plupart des pays africains sortis des indépendances, qui a eu beaucoup de problèmes. Donc c'est un pays où, quand vous voulez prendre les décisions aussi, il faut tenir compte de toutes les pesanteurs sociopolitiques du pays. Alors, quand on dit la CEDEAO va prendre des sanctions personnalisées, ciblées, tout ça, alors quel est le véritable problème là-bas? Est-ce que c'est parce que le monsieur, il refuse de quitter le pouvoir? Est-ce qu'il a modifié la constitution pour s'éterniser au pouvoir? Ou est-ce qu'il souhaite que plutôt les choses se fassent plus tôt et que la République puisse s'exprimer? Parce que quand mon ami Credo dit il sème du bordel, encore faut-il qu'on explique à nos téléspectateurs ici, parce que moi j'aimerais véritablement comprendre le bordel qu'il sème. Mais j'essaie en même temps de comprendre le fait que la CEDEAO, parce que la CEDEAO elle aussi, quand vous décidez de régler les problèmes des gens, encore que vous qui allez pour régler les problèmes, il faut que vous aussi vous ayez une teinture de légitimité. Lorsque on vous voit dans d'autres pays, vous s'aimez vous-même, je vais vous emprunter le mot bordel, et que dans d'autres pays, vous venez, vous voulez jouer aux gendarmes, quand même, les gens se posent des questions. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut aussi tenir compte aussi de la souveraineté des pays. Si vous prenez le cas de... Est-ce que dans le cadre du Sahel-Guinéen, on peut encore parler d'une souveraineté? Non, mais dans la mesure où le président qui est là, son mandat est fini depuis 6 mois. Oui, c'est grâce à la CEDEAO qu'il est en train de jouer la prolongation et les élections doivent s'organiser le 24 novembre. Il a été très clair pour lui au début qu'il reste, j'allais dire, un président qui va inaugurer que les chrysanthèmes. Mais le voilà qui vient de limoger un Premier ministre issu du parti majoritaire au Parlement. Mais est-ce que ces prérogatives du président de la République, c'est par rapport au mandat, oui. Mais lorsque vous êtes responsable et que, en attendant qu'il y ait une nouvelle, vous restez, vous assumez, on appelle, vous assumez toujours quand même les affaires, vous restez président, même si vous n'êtes pas encore élu. Ce qui est, c'est un homme d'État. Il a été élu démocratiquement, il connaît les problèmes. En Afrique, vous savez, les problèmes sont parfois... Il y a toujours des gens qui sont derrière, vous comprenez, non? Donc si vous permettez à ce que nous parlons aussi plus... Parce que le problème de l'Afrique est toujours là. On dit que nous ne sommes pas responsables, mais parfois aussi, des gens sont derrière et ils poussent, ils allument et puis ils attisent le feu. Parce que ceux-là qui veulent véritablement que les choses ne marchent pas en Afrique, pour qu'ils en profitent, on connaît aussi. Donc, il ne faut pas penser que le président là, il n'est pas patriote, qu'il n'aime pas son pays. Parce qu'on en a connu. On en a connu tout récemment. En Côte d'Ivoire même, on en a connu au Burkina, ici un peu partout. Comment les chefs d'État ont été imposés par le biais de notre institution sous-régionale. Mais ça aussi, il ne faut pas perdre de vue. Donc nous sommes d'accord que la démocratie prévale, mais il faut aussi qu'on en tienne compte aussi des réalités sociopolitiques du pays. Est-ce que la CEDEAO a des moyens de coercition contre la Guinée-Bissau? Oui, bien évidemment, mais contrairement, je ne suis pas très d'accord avec l'analyse de mon cher ami Jérôme Soussou. Germain Soussou, j'allais dire. Jérôme Soussou, c'est un journaliste. Voilà, il faut préciser ça. Voilà. Alors, sauf que, vous savez, on ne voudrait pas la démocratie, son contraire. Vous savez que Vassé est en fin de mandat. Et c'est cette institution sous-régionale qui a permis, par rapport aux accords, qui puisse être là, mais avec des pouvoirs limités. Et donc, c'est le Premier ministre, c'est ce Premier ministre-là qui doit conduire le processus électoral du 24 novembre jusqu'à terme. Alors, quelle est l'intention qui pousse Vass à démettre ce Premier ministre du pouvoir? Oui, mais en même temps, quelque part, est-ce que la CEDEAO n'a pas aussi contribué à tout ce qui se passe dans la mesure où on a dit au président, tu poursuis ton mandat, mais tu vas faire les affaires courantes.
le président est candidat, le Premier ministre est candidat et les deux sont des adversaires. Oui, effectivement, je ne vois pas en quoi la CEDEAO Non, fautait dans ce c'est-à-dire cas. demander au président de poursuivre son mandat Oui, mais a été peut-être l'erreur de départ. Oui, en fait, cette erreur, c'est pour ne pas permettre qu'il y ait une déstabilisation politique au niveau de ce pays. On en est là. Non, non, on n'en est pas C'est là, ce que parce je que dis sauf là. que les règles ne sont pas respectées. Si la CEDEAO Actuellement, est Niamey ce soir, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne oui, va pas. au niveau c'est de la Guinée-Bissau. justement les actions que mène le président Vass qui amènent la CEDEAO à encore se réunir pour se pencher sur cette situation. Parce que, en principe, et si le Premier ministre n'était pas démis de ses fonctions, aujourd'hui le problème ne serait pas posé. Et c'est parce qu'on lit déjà une intention derrière cette démission ou cette démission du président, enfin du Premier ministre. Alors, qu'est-ce qui l'amène à démettre ce Premier ministre de ses fonctions? Donc, c'est pourquoi, et comme nous le disons, la plupart des chefs d'État africains ont manqué un peu de morale. Que vous m'excusez le mot. Le plus souvent, le pouvoir saoule, c'est vrai, mais l'intérêt supérieur de la nation doit primer sur toute chose. Au-delà de tout, on s'est dit, vous êtes à fin de mandat, par diligence, on peut peut-être vous dire, vous êtes là avec des affaires courantes peu limitées, et puis l'autre va conduire le processus. Le problème ne se poserait pas. Si aujourd'hui les chefs d'État sont arrivés, et la communauté, l'instance sous-régionale est arrivée à se réunir pour dire non, nous allons suivre de près ce qui va se passer dans ce pays. Comme il a dit tout à l'heure, nous connaissons l'histoire de la Guinée-Bissau. Et ce pays n'est pas, c'est vrai que c'est un petit pays, mais qui a une histoire beaucoup plus profonde que personne ne maîtrise, complexe. Et donc, aujourd'hui, si la CEDEAO décide de prendre des sanctions ou des décisions à l'encontre de ce président, c'est parce qu'on est en train de voir qu'on ne voudrait pas que ce pays sombre sous le coup d'un président Quand j'évoquais par exemple l'erreur de la CEDEAO, vous avez un président qui est candidat, un Premier ministre qui est candidat, et les deux sont des adversaires. La CEDEAO aurait pu faire cette lecture dès le départ et chapeauter lui-même la présidentielle. Non, je crois que la CEDEAO, par le biais de son représentant spécial, accompagne le gouvernement bissau-guinéen depuis dans l'organisation de ce processus. Donc la CEDEAO, Monsieur Sossou parlait de la souveraineté, donc il ne revenait pas à la CEDEAO de jouer les premiers rôles dans l'organisation d'une élection. La CEDEAO accompagne un processus. Donc la CEDEAO ne peut pas nommer quelqu'un. Parce que le problème avec la prorogation du mandat de M. Vass, donc c'est une responsabilité qui est donnée à M. Vass. Rien ne dit aujourd'hui que M. Vass soit candidat, que M. Gomez soit candidat. Donc il n'y a pas l'expression du jeu démocratique. Donc on ne peut pas parler en termes d'erreur de la CEDEAO. Mais les deux sont des adversaires politiques. Oui, c'est les deux sont des adversaires. Non, le bas ne blesse pas parce que les deux sont candidats. Non, s'il vous plaît, les deux sont candidats. Et l'un conduit le processus. Entre celui qui a été élu et celui qui a été élu, qui est plus légitime à conduire un processus? Non, mais moi je ne vois pas la lecture de ce côté. Du moment où... En même temps, le Premier ministre a aussi une légitimité parce qu'il est issu d'un parlement, son parti. Voilà, et majoritaire. Donc là, non, mais moi je parle, je fais une lecture parce que lors des dernières législatives, j'étais à Bissau, donc je connais un peu, j'ai une lecture de la situation sur le terrain. Donc si la CEDEAO est arrivée à ce stade-là, c'est que la CEDEAO a joué déjà en amont aux sapeurs-pompiers. Tout à fait. Parce que la solution qui s'imposait à la CEDEAO, c'est de faire cette cohabitation et qu'ensemble ils conduisent le processus parce que M. Vass ne rassurait pas. M. Vass seul ne rassurait pas. Donc il va falloir que, disons, les deux antagonistes puissent se mettre ensemble pour conduire juste un processus. Non, Samuel, on ne peut pas parler en termes d'erreur parce que l'erreur viendrait est coutumière de ces faits-là. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de stabilité politique là-bas. Non, la stabilité politique est toujours questionnée du côté de la Guinée-Bissau, mais c'est de la responsabilité de ces acteurs politiques. Donc là où je veux que Samuel arrive à comprendre la chose, c'est je refuse qu'on parle
de l'erreur de la CEDEAO d'avoir trouvé cette solution. Parce qu'en ce temps-là, c'était la solution qui est la plus plausible, la plus idoine pour ne pas retomber dans le cycle de violence. N'oublions pas que la CEDEAO quand vous dites que c'est la solution la plus évidente, moi, il me vient à l'esprit le Madagascar. Oui. On a carrément empêché les deux protagonistes d'être candidats. Point. Le problème a été résolu. Non, mais les réalités n'étaient pas les mêmes. Les réalités n'étaient pas les mêmes. Les contextes aussi étaient différents. Mais dans le cas d'espèce, l'un a le pouvoir du côté de l'Assemblée, l'autre a le pouvoir légitimement politique. Donc il fallait faciliter avec un cahier de route. Et le cahier de route, c'est d'aboutir à des élections. Donc là, mais moi, j'ai été choqué que M. Valls démette M. Gomez de son poste de Premier ministre en le faisant intentionnellement. C'est pour provoquer une crise. Et l'aboutissement de cette crise, c'est qu'il n'aille pas au vote le 24. Donc là, il y aura un vide et qui sera difficilement maîtrisable. Parce que le problème, Vasse sait aussi que il lui serait très difficile de remporter les élections du 24, puis eu égard au résultat des législatives. Voilà. Donc voilà, c'est pour cela que la complexité politique est là. C'est pour cela que je vous disais tantôt qu'il ne faut pas en disant que l'autre... Parce que l'évidence est là. Vous lui demandez de ne pas faire, de ne rien faire, de croiser les bras. Je vous dis que nous sommes en Afrique sous les tropiques. Et que parfois aussi, et c'est un pays, j'ai rappelé tout à l'heure, que c'est un pays qui n'a jamais connu la stabilité politique. Parfois, comment vous pouvez comprendre qu'un chef d'État qui a accepté un processus sous la houlette de la CEDEAO hier puisse poser un tel acte? Et qui connaît? Parce que j'ai dit tout à l'heure aussi qu'il est pratiquement le seul président qui a terminé son mandat à 5 ans. Alors, tout au moins, c'est comme si lui-même il est en train de caresser le rêve d'un coup d'État. Parce que bon, voilà, les rumeurs se font déjà très persistantes. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que c'est vrai que la CEDEAO avait un agenda en disant il faut conduire ce pays-là progressivement jusqu'à ce que les prochaines élections, il ne puisse pas avoir de grabuge. Mais voilà, justement, le plan de la CEDEAO, c'est lui, c'est le plan-là qui est en train d'être capoté aujourd'hui. Comme il le dit, en fait, il y avait possibilité. C'est-à-dire que c'est un pays exceptionnel. Nous l'avons dit, la CEDEAO sait que c'est un pays qui est resté pendant longtemps avec des problèmes. Lorsque vous aviez fait la première fois en disant, il faut faire, vous prenez vos dispositions. Ben oui, il y a déjà des cas en Afrique. Non, mais vous nommez une commission, vous renvoyez, allez préparer les élections, tout simplement. Jusqu'aux prochaines élections, celui qui gagne, la CEDEAO se retire. Maintenant, quand vous dites, quand mon ami Claude a dit que la cohabitation, vous savez la cohabitation, même la France qui est une grande démocratie, je ne sais pas si vous vous souvenez, encore comme hier, avec, sont très difficiles. quand vous vous souvenez avec Chirac, Jospin, le temps de vous avez Chirac et Mitterrand, voilà. facile. Pour la cohabitation, c'est pour cela que les gens pensent qu'aujourd'hui qu'il faut peut-être même finalement qu'on revienne à la présidentielle, tout simplement, un présidentialiste, tout simplement parce que la on va aller à la pause et on revient après le journal.